Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec la prochaine intervention. Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, je prends ce moment pour intervenir sur la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, donc le projet de loi numéro 1. La CAQ arrive avec son projet de constitution en toute fin de mandat, Madame la Présidente. Pas après un vaste processus de consultation inclusif et participatif qui aurait pris du temps puis qui aurait permis de dégager des consensus qui reflèteraient vraiment les aspirations de la société québécoise. Non, c'est plutôt au lendemain d'un remaniement ministériel, comme ultime tentative de redorer son blason et son bilan peu enviable, que la CAQ a déposé un projet de loi qui n'a jamais fait l'objet d'une consultation publique au préalable. Ce n'est pas un projet de constitution du Québec représentative du peuple qui habite le territoire. Non, c'est un projet de constitution qui vise à protéger les lois adoptées par la CAQ. La méthode caquiste de rédaction de sa constitution résume, quant à moi, la façon de gouverner et de légiférer de la CAQ. C'est étalé aux yeux de tous les Québécois avec ce projet de constitution caquiste. Depuis bientôt 8 ans, on le voit, une méthode brouillonne et bâclée qui cherche à aller vite. Et dans ce cas-ci, vu la nature du projet de loi, la méthode manque même de légitimité. Et je ne suis pas la seule à le dire, Madame la Présidente. Le mémoire du groupe d'entraide aux aînés d'Amos parle d'un processus bâclé. Laissez-moi vous citer ce mémoire, en page 3. Le groupe d'entraide aux aînés rejette fermement tout le processus entourant le projet de loi 1. Ce projet de loi est un acte législatif illégitime qui ne saurait être discuté article par article et qui doit, au nom de la sauvegarde des principes fondamentaux de la démocratie, être retiré dans son entièreté. Et je continue la citation, Madame la Présidente. En raison de sa primauté dans l'ordre juridique d'une société et de l'importance sociétale des principes qui y sont enchâssés, la loi constitutionnelle n'est pas une simple loi ordinaire pour laquelle on peut se contenter d'atteindre une simple majorité des personnes élues à l'Assemblée nationale et de plus dans le cadre d'un gouvernement majoritaire. Le groupe d'entraide aux aînés d'Amos ajoute aussi, et je continue de citer, que le législateur devrait s'inspirer des critères identifiés par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies concernant l'élaboration des constitutions. On y souligne qu'un tel acte juridique procède suite à un processus d'élaboration ouvert et participatif. Ce processus en amont doit permettre l'expression notamment des défenseurs des droits humains, des associations de juristes, des organisations de la société civile représentant tous les groupes de population, notamment celles qui représentent les femmes, les peuples autochtones, les personnes réfugiées, les travailleuses et les travailleurs et tout autre groupe minorisé ou vulnérabilisé. En agissant sans réelle consultation, le gouvernement rend illégitime la démarche constitutionnelle qu'il prétend instaurer. Fin de la citation, Madame la Présidente. Le mémoire du groupe Les Aînés Action Québec ne mâche pas ses mots non plus et met en lumière une contradiction éloquente à propos de, et je cite, cette absence de consultation qui contredit directement l'article 17 du chapitre 1 du titre 4 de la partie 1 du projet de loi 1 lui-même, qui stipule « L'État tire sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire ». Le groupe Les Aînés Action Québec déclare que le projet de loi 1 manque de légitimité démocratique. Et ce groupe ne demande rien de moins que le retrait du projet de loi 1. Madame la Présidente, le peuple qui habite aujourd'hui le territoire du Québec, c'est vous et moi. Ce sont nos voisins et nos voisines dans les circonscriptions urbaines, semi-urbaines, rurales, dans tout le Québec, le nord du Québec, l'est, l'ouest, le sud du Québec. C'est autant ceux et celles dont les ancêtres sont arrivés avec les premiers colons français, ou plus tard, les colons anglais, ou encore ceux qui sont arrivés en empruntant la voie du PEC, du programme de l'expérience québécoise, ou de l'immigration économique,
pour venir s'établir au Québec. Ce sont les Premières Nations et Inuits, Madame la Présidente, qui habitent le territoire depuis bien plus longtemps que mon propre ancêtre qui est arrivé en Nouvelle-France en juin 1534 pour s'établir le long du Saint-Laurent. L'absence de consultation préalable des Premières Nations et Inuits montre à quel point la CAQ n'accorde pas d'importance à la réconciliation avec les Premières Nations et Inuits. En ce qui me concerne, cette absence de sensibilité à la réconciliation fait perdurer les mauvais traitements infligés à ces personnes, les difficultés, les effets pervers des mauvais traitements qui ont été infligés à toute cette communauté. Et la communauté anglophone n'est pas mieux servie par la Constitution. Ces institutions ne sont pas protégées. On lit à l'article 50 du projet de loi, « Le gouvernement soutient activement l'essor des communautés francophones et acadiennes. » Très bien. Les anglophones ne sont pas parmi les peuples fondateurs du Québec. Et les Québécois et les Québécoises qui habitent sur le territoire du Québec aujourd'hui, qui appartiennent à des minorités religieuses et qui travaillent, qui veulent juste élever leur famille en paix, avec une tranquillité d'esprit, en sécurité, eh bien, les droits de ces Québécois sont exclus du projet de loi 1 parce qu'ils seront subordonnés à la seule vision caquiste de la laïcité et de la culture québécoise. Je partage l'analyse que fait le groupe d'entraide aux aînés d'Amos en 4e page de son mémoire. Et là, Madame la Présidente, je souligne qu'on ne peut pas accuser le groupe d'entraide aux aînés d'Amos d'être un groupe montréalo-centriste, comme on a déjà entendu en cette Chambre. Ce groupe nous dit en 4e page de son mémoire, ce projet, donc le projet de loi 1, menace ainsi le tissu même du vivre ensemble que les organismes communautaires contribuent à renforcer depuis plus de 40 ans. Et j'ai une pensée ici, Madame la Présidente, pour les organismes communautaires de ma circonscription, la circonscription de Lapinière sur la rive-sud de Montréal, des organismes qui travaillent d'arrache-pied pour favoriser le vivre ensemble, comme la Maison internationale de la Rive-Sud, la Maison de la famille de Brossard et tant d'autres. Par ailleurs, j'inviterai les rédacteurs caquistes du projet de loi 1, au premier chef le ministre de la Justice, à s'instruire sur la laïcité en lisant la brochure très claire de la Ligue des droits et libertés intitulée « Parlons laïcité ». Cette brochure qu'on a reçue, là, tous les députés ont reçu cette brochure-là, y compris moi, ça montre en quoi les politiques caquistes en matière de laïcité de l'État s'écartent radicalement de ce qu'on entend normalement par le terme « laïcité de l'État ». Car la laïcité de l'État n'est pas censée exclure quiconque, ni servir à exclure quiconque, ni à policer l'espace public, mais plutôt à favoriser le respect des droits et libertés de chacun, chacune, au sein d'une société pluraliste. Les lois caquistes, y compris celles que la CAQ veut empêcher tout organisme recevant des fonds publics de contester, comme c'est indiqué dans ce projet de constitution-là, et quand on parle d'organismes recevant des fonds publics, ça peut être des centres de services scolaires, des OBNL, des organismes communautaires, et ainsi de suite. Alors, ils n'auront pas droit de contester une loi ou une disposition d'une loi, mais ce ne sont pas des lois qui favorisent, à mon sens, la laïcité de l'État qui est nécessaire. Ce sont des lois qui tombent dans le laïcisme. Parce que laïcité et laïcisme, ce n'est pas la même chose. La laïcité repose sur 2 principes de base, puis ces principes sont clairement décrits dans la brochure de la Ligue des droits et libertés. Et ces 2 principes de base sont les suivants, Madame la Présidente. Un principe de séparation de l'Église et de l'État pour faire primer le lien civique sur le lien religieux. Et le principe de neutralité religieuse de l'État, c'est-à-dire que l'État ne favorise ni ne défavorise aucune religion et que l'État traite les citoyens et citoyennes en toute égalité, sans égard à leur croyance ou à leur incroyance religieuse, spirituelle, ou bien à l'expression de ces croyances ou incroyances. Donc,
La laïcité, l'État, les religions, c'est séparé. La religion ne doit pas venir influencer l'État. Et l'autre principe, c'est que l'État lui-même doit être neutre en matière de religion, ne pas en favoriser une par rapport à une autre, mais ne pas non plus empêcher les citoyens de manifester, s'ils le veulent, si elles le veulent, leur appartenance à une religion ou leur appartenance à aucune religion. Donc, alors que la laïcité, et là je cite toujours la Ligue des droits et libertés, alors que la laïcité suppose la neutralité de l'État et garantit la liberté de conscience de tous et de toutes, le laïcisme, lui, comme on peut le lire en page 4 de la brochure de la Ligue des droits et libertés, le laïcisme cherche à éliminer les expressions religieuses de l'espace public, au-delà des institutions de l'État, et à restreindre les manifestations personnelles des appartenances, convictions et croyances religieuses. Et quand on parle de manifestations personnelles des appartenances, des convictions ou des croyances religieuses, on fait référence, par exemple, aux vêtements, aux symboles et aux pratiques de toute personne en lien avec ses convictions, ses croyances, ses appartenances. Je vais vous parler de chez moi, Madame la Présidente, dans le comté de la Pinière. J'ai des voisins et des voisines en ce moment qui sont lésés par les lois caquistes. Depuis que la CAQ est au pouvoir, j'ai des voisines enseignantes qui portaient un hijab. Et là, je précise que le hijab, oui, c'est un foulard, mais qu'elles sont à visage découvert, totalement découvert. Bien, elles ne peuvent plus enseigner. Et je vous rappelle là, que les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones se fondent en 4 pour avoir des enseignants dans chaque classe. On n'avait jamais vu ça au Québec, des écoles sans enseignants qualifiés dans les classes à la rentrée. Là, ça fait au moins 3 ans qu'on voit ça au Québec. Puis on met des enseignantes qualifiées à l'écart parce qu'on ne veut pas les voir dans une école alors qu'elles portent un hijab. Parce que ça montre leur appartenance religieuse, mais pour elles, ça fait partie de leur identité. Ce n'est pas quelque chose qu'on enlève comme une casquette en rentrant dans un dépanneur. Puis je souligne ici, Madame la Présidente, puis ça c'est l'ironie de l'affaire, que ce ne sont pas ces enseignantes, ce ne sont pas des enseignantes portant un hijab qui ont fait la pluie et le beau temps à l'école Bedford. Ce sont des enseignants qui ne portaient pas de signes religieux, qui ont brimé les droits des élèves. La morale de l'histoire, ça veut dire que les lois d'exclusion caquistes ne règlent rien. Elles sont inefficaces quand un vrai problème survient. Elles ont été inefficaces dans le cas de l'école Bedford. Les comportements de certaines personnes à cette école sont à proscrire. On a le devoir de sévir contre ce type de comportement, de corriger la situation puis de s'assurer que le problème ne revienne pas ni à cette école ni dans d'autres écoles. Mais je le répète, les lois adoptées par la CAQ se sont avérées inefficaces en cette matière. Elles n'ont rien prévenu puis elles n'ont rien réglé. De retour au comté de la Pinière, Madame la Présidente, j'ai des voisins et des voisines qui ont reçu de leur commission scolaire une lettre leur disant de ne plus aller faire de bénévolat à l'école de leur enfant, gracieuseté de la récente loi 9. Pas parce que les écoles n'ont plus besoin d'elles ou d'eux, mais parce que la CAQ a adopté une loi qui empêche même les parents qui portent un signe religieux d'aller faire du bénévolat à l'école de leur enfant. Une mère est venue me voir à mon bureau. En fait, j'ai eu la visite de tout un groupe de parents. Parmi eux, une mère faisait du bénévolat depuis 11 ans à la bibliothèque de l'école primaire. Elle tenait la bibliothèque à bout de bras parce qu'il n'y avait pas de personnel pour s'en occuper. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important dans une école qu'une bibliothèque pour intéresser les jeunes à la lecture alors qu'on veut favoriser la langue française? Eh bien, cette année, elle a reçu une belle lettre pour lui dire de ne plus venir parce que ça lui est interdit. Sur un niveau personnel, parce que souvent on voit des groupes, on peut penser à un groupe
comme une menace. C'est facile de penser à un groupe comme une menace. Mais dans le quotidien, quand c'est des personnes qu'on côtoie, puis qu'on se rend compte que ce sont des personnes tout à fait normales, comme vous et moi, en chair et en os, qui ne veulent que le bien de leurs enfants et travailler, puis vivre en toute liberté, en toute sécurité, ça donne un regard différent. Alors, moi, ce qui m'a touchée quand cette maman-là est venue me voir, c'est qu'elle a dit « Mes jumeaux qui sont en 6e année ne comprennent pas. Ils sont tristes de cette situation-là parce que j'ai été là pour leurs frères et sœurs au fil des ans, puis maintenant qu'ils sont rendus en 6e année, je ne peux plus être là. Ça m'est interdit. » Un autre cas, un père qui est sikh et qui porte le turban. Lui, qu'est-ce qu'il faisait comme bénévole à l'école? Il aidait les élèves et les enseignants à préparer tout le matériel audio puis à installer tout ça chaque année pour le spectacle de Noël. Puis en plus, quand les jeunes allaient jouer au hockey, c'est lui qui transportait les bâtons dans son auto puis qui allait aider les jeunes à nouer les lacets de leurs patins. Bien, aujourd'hui, il est banni de l'école puis il ne peut plus aller faire son bénévolat puis aider les enfants et les enseignants à pouvoir organiser ces activités-là. Un couple de parents avait l'habitude d'offrir une commandite chaque année pour le lunch des finissants de 6e année. Bien, cette année, ils peuvent continuer à offrir la commandite s'ils le veulent. Monsieur peut y aller, mais madame ne pourra plus y aller parce qu'elle porte un hijab. Non, mais vraiment, là, les enfants qui connaissent, les élèves de l'école qui connaissent ses parents bénévoles, père ou mère, parce que ça fait des années qu'ils les voient comme bénévoles à l'école, ou qui sont amis avec les enfants, ils ne comprennent pas. Ça va complètement à l'encontre des notions de vivre ensemble qu'on leur enseigne à l'école. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. C'est vraiment une dérive, Madame la Présidente. Des parents interdits de bénévolat à l'école de leurs enfants, puis on veut protéger ça dans le projet de loi de Constitution. Imaginez-vous ce que la CAQ est en train de créer comme société avec ces exclusions. Je suis désolée de le dire et ça me brise le cœur de le dire, mais ce sont les graines de l'intolérance et de l'ostracisation et ultimement de la haine qui sont en train d'être semées dans le cœur de tous jeunes élèves qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. En tout cas, je peux affirmer sans me tromper que par la protection de ces lois dans le projet de loi 1, la CAQ n'est pas en train d'assurer le vivre ensemble, de favoriser le vivre ensemble pour les années à venir. C'est un projet de constitution caquiste, ce n'est pas un projet de constitution québécois, parce que les Québécois n'ont pas eu leur mot à dire en amont, n'ont pas été invités à une large consultation sur ce projet de loi. C'est un projet de constitution caquiste qui veut pérenniser des lois caquistes, des politiques d'exclusion. Et ça engage notre nation sur des chemins incertains, pour ne pas dire de sombres chemins. Je crois fermement qu'on reconnaît la grandeur d'une nation à la façon dont elle traite les personnes plus vulnérables, y compris les minorités. Moi, je veux que le Québec soit une grande nation. Je veux que le Québec cesse de se replier sur lui-même, d'avoir peur de tout. Je veux que le Québec soit grand, soit ouvert et qui travaille sur le vivre ensemble collectif. C'est nécessaire pour notre avenir. On a des défis immenses, les défis climatiques, les défis du vieillissement, notre défi démographique. D'ailleurs, il y a des groupes qui sont venus en commission parlementaire pour dire peut-être que la dignité de vieillir devrait être incluse dans la Constitution. On a une loi pour favoriser mourir dans la dignité. Mais vieillir dans la dignité, ce serait nécessaire aussi. Ce n'est pas protégé par la Constitution, par le projet de Constitution caquiste. Alors, Madame la Présidente, non seulement je nous invite à réfléchir à tout cela, mais comme certains groupes l'ont dit, comme mon groupe parlementaire l'a dit, non seulement je vais voter contre le principe du projet de loi numéro 1, mais je demande également à ce que le projet de loi 1 soit carrément retiré pour que
à l'avenir, on puisse faire les choses comme elle se doit, avec une consultation du peuple, puisque la Constitution, c'est pour le peuple. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée.